Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport qui enseigne à Sciences Po. Il vient de coécrire un nouvel ouvrage sur la guerre du sport paru chez Talendier et signe un article dans le numéro d'été de la revue Politique étrangère. Cet article porte sur les JO et a pour titre « Paris 2024, géopolitique des Jeux Olympiques ». Jean-Baptiste, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, bonjour Cathy. Bonjour. Alors commençons par la question d'actualité, les Jeux Olympiques de 2024, qui vont se dérouler dans un contexte géopolitique très particulier, puisqu'il y a en même temps la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Comment ce contexte va-t-il, selon vous, peser sur ces Jeux Olympiques ? Déjà, il y a une première dimension, c'est la dimension sécuritaire, c'est-à-dire que le monde entier va se rassembler à Paris, et donc c'est une charge pour les organisateurs. Il va falloir être capable d'accueillir le monde, de l'accueillir de la meilleure et de la plus sécure des manières. Ensuite, comme le monde se retrouve à Paris, c'est aussi l'occasion d'avoir un aperçu de ce que ça va, de l'état du monde, littéralement. Et pour la présidence française, ça peut être l'occasion aussi de mener finalement une campagne diplomatique intéressante, en tout cas d'essayer. Il y a un sommet international qui est prévu juste avant le début de l'Olympiade. Et donc on est dans cette dimension-là, on voit la dimension politique du sport, et ces Jeux vont être vraiment le reflet de tout ça. De manière plus large, vous employez l'expression « piège de Coubertin » pour désigner la politisation de l'olympisme. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer plus précisément ce que ce piège veut dire et nous en donner quelques exemples historiques ? Le piège de Coubertin, finalement, c'est la contradiction originelle entre la volonté du mouvement sportif de s'affranchir des relations internationales et du politique et la réalité. C'est-à-dire que le mouvement sportif, depuis la fin du 19e siècle, s'est construit sur l'idée qu'il était complètement étanche et imperméable aux enjeux politiques et géopolitiques. Bon, on sait tous que ce n'est pas vrai. L'intérêt pour le mouvement sportif et olympique de faire ça, c'était justement de s'éloigner finalement des contingences et de pouvoir asseoir son autonomie. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune Olympiade qui n'ait pas été à un moment donné impactée ou en tout cas affectée par des événements politiques ou géopolitiques. Et donc il y a un discours qui s'est construit, ce qu'on appelle la politique de l'apolitisme. Ça a fonctionné avec quelques difficultés à certains moments, et avec la guerre en Ukraine, on a vu littéralement ce discours-là éclater en vol. Le secteur sportif a été le deuxième secteur à finalement assumer des sanctions avec le monde de la culture. Ça a été celui qui a été le plus finalement médiatisé aussi en termes de sanctions. Et on a vu à cette occasion cet apolitisme de façade exploser en vol, avec l'idée de neutralité aussi suivre, puisque Thomas Bach, via le CIO, a décidé de sanctionner. Et toutes les fédérations sont positionnées derrière, football compris. Et donc ce qu'on voit avec ce piège de Coubertin, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs sportifs, du fait de leur importance, du fait qu'aujourd'hui ils font partie des rares acteurs à être capables de mobiliser l'ensemble de la planète, se retrouvent à devoir assumer leur rôle géopolitique, qui est un rôle qui finalement était préexistant, mais que les uns et les autres ne conscientisaient pas. En clair, aujourd'hui, il faut qu'ils assument le poids qu'ils ont et leur responsabilité politique. Et c'est un vrai changement de paradigme. Alors quelques exemples historiques peut-être de ce piège de Coubertin. On a en tête des boycotts, on a en tête des gestes symboliques très forts à Mexico en 1968, ou alors la prise d'otage d'athlètes israéliens à Munich en 1972. Est-ce que vous pouvez un peu nous dresser un panorama ? La politique de l'apolitisme, on la voit finalement se manifester au travers justement des boycotts d'abord. Dès 1966, on voit les puissances africaines refuser de participer à la Coupe du Monde de football 66, justement parce qu'ils ne sont pas suffisamment représentés et le nombre de représentants qu'ils ont ne correspond pas à leur importance. En 1976, on est aux Jeux de Montréal, et là c'est pareil, à cause finalement de la présence de la Nouvelle-Zélande, qui avait accepté de jouer contre l'Afrique du Sud. Les nations africaines se rassemblent et décident de ne pas participer aux Jeux. Sur l'ensemble des délégations africaines, il y en a la moitié à peu près qui vont boycotter les Jeux d'emblée. Et juste après le début de l'Olympiade, le reste suit. Ce qui fait qu'on a des Jeux qui vont être marqués par un vrai boycott sportif et diplomatique. Après, il y a les exemples des Jeux de Moscou en 1980, où suite à l'invasion de l'Afghanistan, les États-Unis se retirent.
C'est l'occasion aussi de montrer, en pleine guerre froide, et juste avant que la guerre fraîche ne reprenne, comment finalement on peut utiliser le sport pour affecter les retombées espérées, là en l'occurrence par l'URSS. 84, c'est les États-Unis qui subissent le boycott soviétique, dont on se demande aujourd'hui s'il n'est pas aussi lié au fait que les protocoles de dopage à ce moment-là, l'Union soviétique, s'avéraient un peu moins performants, donc tout s'est lié. Et plus récemment, on a vu donc la guerre en Ukraine, on en parlait au début du podcast, la question du conflit israélo-palestinien et ses réactivations, finalement rentrer en conflagration avec le monde du sport. Et aujourd'hui, on ne peut plus considérer le sport sans ça. On a même vu un président de la République récemment se positionner pour la présence d'un joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Ça dit beaucoup de choses. Et là, il y a eu un débat aussi sur bannière neutre ou pas pour les athlètes russes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse de ce débat et puis dans le fond, qui prend ce genre de décision ? Alors, comme normalement le sport est indépendant et complètement autonome, c'est lui qui décide. La logique, c'est que tout le monde soit là. Le sport est universel et normalement, dans le cadre des Jeux, on est dans cette logique-là. Donc tout le monde doit être présent, sauf quand les comités nationaux sont sanctionnés. En l'occurrence, le comité russe a été sanctionné dans un premier temps pour une affaire de dopage systémique. C'est ce qui s'est passé à la suite des Jeux de Sotchi. On a vu qu'il y avait un protocole de dopage, plus ou moins étatisé, mis en place. Et donc le CIO a sanctionné le comité national olympique russe et a permis aux sportifs de venir, mais de venir sous bannière olympique. Ensuite, il y a la question des États qui sont finalement loin d'être invités à la fête. Et là encore, la question de la bannière neutre se pose. C'est une des sanctions pour un CNO, donc pour un comité national olympique. Il est présent, mais il ne peut pas utiliser ses symboles nationaux. Donc pas d'hymne, pas de drapeau. C'est par exemple ce qui s'est passé avec la Russie lors des Jeux de Pyeongchang, on est en 2018. Les Russes viennent, ils ne sont pas sous bannière olympique, ils sont sous bannière neutre, ils représentent la Russie, mais tous les symboles nationaux liés ne sont pas là. Ça fait partie de ces petites distinctions subtiles du monde du sport pour éviter d'avoir à prendre des décisions claires, nettes, et surtout pour protéger aussi les sportifs. Parce que l'apolitisme du sport, en tout cas ce discours-là, il a d'abord un mérite. C'est d'empêcher que le sportif soit littéralement en première ligne. Et que tous les efforts faits pendant 10 à 15 ans pour un sportif ne l'empêchent pas de participer à une compétition parce que son État, finalement, a bravé le droit international. Il y a un concept qui n'est pas évoqué dans votre article de politique étrangère, mais qui mériterait peut-être d'être mentionné ici, c'est celui de trêve olympique. Alors d'où ça vient ce concept de trêve olympique ? Et bon, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler là dernièrement, en tout cas moi j'en ai pas entendu parler au sujet de ces Jeux de Paris 2024, alors qu'il y a des conflits en cours. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le concept de trêve olympique, c'est d'abord une construction historique, c'est-à-dire qu'on a renvoyé à l'idée qu'au moment des Jeux antiques, les cités se retrouvaient et donc auraient cessé de s'affronter pour s'affronter autrement. Bon. Cette idée-là, elle a été réactivée à la fin du XXe siècle et là, elle a été utilisée à l'occasion des Jeux de 2024 en partant de l'idée que les Jeux représentant la rencontre du monde entier au même endroit, l'occasion était belle de cesser les combats partout pour que le monde entier fasse une pause en termes de conflit. La réalité, c'est que la trêve olympique n'a jamais fonctionné, elle n'a jamais existé. C'est un très beau concept à utiliser. En termes de communication, c'est magnifique. Communication politique, mais aussi communication pour le monde olympique. La réalité, c'est que les fusils ne se tairont pas. Et à chaque fois qu'il y a eu cette tentation-là, on a quand même eu crise, conflit. Les attentats, meurtres et autres assassinats se sont poursuivis. Donc on est sur quelque chose qui, en termes de marketing politique, est très efficace. En termes de communication, notamment quand vous avez des sponsors et des partenaires, extrêmement précieux. En termes de réalité, le monde ne s'arrêtera pas de tourner, ces conflits ne connaîtront pas de pause à l'occasion de ces Jeux, bien au contraire, puisqu'on a même vu les Russes se servir du concept de trêve olympique, justement pour pouvoir peser. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que comme ce concept n'a pas de validité au sens historique, il va être utilisé dans la guerre des récits actuels pour justement retourner ça contre l'adversaire ukrainien. Alors on a parlé donc de la guerre en Ukraine, du conflit israélo-palestinien. Il y a un autre conflit qui a déjà créé quelques remous là sur cette Olympiade, c'est le conflit en Syrie, puisqu'il y a une personne du régime, ou un ancien militaire, vous allez nous préciser tout ça, qui maintenant fait partie de la délégation syrienne olympique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails là-dessus, sur les remous que ça a créé, et puis ce qui risque de se passer quand cette personnalité, je suppose, va venir pour les Jeux ? Alors, la difficulté, c'est que aujourd'hui, alors ça vaut pour la Syrie, mais ça vaut aussi pour les acteurs israéliens, pour les sportifs et la délégation palestinienne, parce qu'il y en aura forcément une.
Aujourd'hui, dans le cadre des CNO, vous êtes appointé par un comité national olympique. Donc vous entrez dans cette fameuse ère de l'apolitisme du sport. Donc normalement, les États n'ont pas à dire qui est là ou qui n'est pas là. C'est comme si vous aviez un statut de diplomate, bon, avec d'énormes guillemets. Et donc dans ce cadre-là, vous êtes dans une situation où vous allez représenter, accompagner le pays. C'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. On l'avait vu avec la Libye, on l'avait vu avec d'autres acteurs. Parfois, c'est pas les plus fréquentables. Nos amis saoudiens vont aussi se présenter avec des acteurs dans leur délégation qui peuvent amener à poser quelques questions. Et on est dans cette complexité, c'est-à-dire que on va avoir des acteurs qui sont présents, qui au regard des ONG, des médias et même des populations civiles qui ont pu à un moment donné être ciblées, peuvent poser de vraies interrogations, mais qui au regard du monde olympique sont présents parce qu'ils ont été désignés. Et donc là, on entre finalement dans cette zone qui est éminemment politique et finalement qui pose un énorme problème, j'ai envie de dire, intellectuel pour ceux qui regardent et puis de manière très pratique pour ceux qui organisent, parce qu'ils ont le droit de venir. On va avoir le sujet, si on a des athlètes russes qui viennent aux Jeux de Paris, ils vont forcément être accompagnés. Or, on ne sait pas qui va les accompagner. Ce ne seront pas que les entraîneurs, il y aura des officiers de sécurité. Entre un officier de sécurité, un officier de renseignement et d'autres acteurs qui peuvent être des agents d'influence ou des agents de déstabilisation, la frontière est extrêmement ténue. Mais s'il y a des personnalités sous sanction, par exemple, il y a une sorte d'exemption pour la période des Jeux ou c'est une zone grise ou quoi? Après, c'est du cas par cas, ça se négocie. Mais normalement, s'il y a des sanctions internationales, vous ne pouvez pas venir. Mais on a vu, par exemple, alors là, c'est un exemple plus symbolique, dans le cadre des Jeux de Beijing 2022, la Russie était sanctionnée. Elle n'était pas invitée. Et Vladimir Poutine était persona non grata. La seule chose, en tout cas dans le monde olympique. Et donc ce qu'a fait Xi Jinping, c'est qu'il a invité Vladimir Poutine, il en a fait son invité d'honneur. Donc il était présent. Et donc vous êtes dans une situation où, même si vous entrez dans une zone qui normalement fait que vous ne devriez pas être là, vous pouvez faire un acte politique en faisant venir cet acteur-là. Après, pour tous ceux qui vont accompagner les délégations, ça se négocie directement au niveau du Quai d'Orsay, en dialogue avec les autorités olympiques et le pays organisateur. Et là, on est sur de la négociation politique classique. Les Jeux olympiques, ils ont un impact important sur l'image du pays organisateur. Comment est-ce que les pays hôtes ont-ils exploité dans le passé les JO en matière de soft power ou de nation branding? Il y a plusieurs exemples récents. Moi, l'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est 1992, on est à Barcelone. L'Espagne, finalement, reconstruit son image. Elle montre qu'elle est sortie, finalement, du régime autoritaire qui l'a caractérisé pendant plusieurs décennies et a reconstruit son image et celle de Barcelone au travers des Jeux. Et l'image qu'on va avoir de l'Espagne à ce moment-là, c'est une image festive, rayonnante. Au travers de ces Jeux, on a aussi l'hyperpuissance américaine qui se met en scène. Et ce qui va être très intéressant, c'est que l'image qu'on va garder des Jeux de Barcelone, c'est le soleil et la Dream Team, c'est-à-dire l'équipe de basket de Michael Jordan, Larry Bird, etc., la meilleure équipe olympique. Ça, c'est un premier exemple. Après, il y a des stratégies vraiment conscientes. C'est par exemple ce qui va se passer à Paris. On sait pertinemment qu'on a une vraie stratégie de national branding, c'est-à-dire qu'on va littéralement travailler l'image de marque. Dans le cadre de la compétition internationale, il faut être capable de maîtriser les représentations qu'on donne. Et donc pour ça, les Jeux, c'est formidable, parce que la moitié de l'humanité est touchée par ces images, et donc on va être capable de construire un récit autour. Et on va maîtriser justement ces images. Paris va faire ce qu'a fait Londres en 2012, c'est-à-dire essayer de capitaliser le plus possible sur les images les plus positives qui soient, à tout point de vue, et donc ça va sortir aussi, ça va remplacer les représentations plutôt négatives qu'on peut avoir de Paris et de la France. Insécurité, les représentations liées aux gilets jaunes, liées aux émeutes urbaines, liées aussi à tout ce qu'on a pu voir ces dernières années qui ont grandement affecté l'expérience de Paris et l'expérience touristique. Et les Jeux doivent être finalement le moment où vous voyez le meilleur de vous-même et où vous donnez la meilleure image de vous-même. Ces stratégies-là, elles ont servi. Elles ont énormément servi la Chine au moment de sa réaffirmation, par exemple, c'est les Jeux de 2008, les Jeux d'été. Elles confirment la présence finalement sur la scène internationale. C'est le Japon, par exemple. Malheureusement pour eux, ils tombent avec les Jeux de Tokyo 2020-2021 dans une logique où ils sont en pleine pandémie. Mais aujourd'hui, les Jeux sont vraiment le meilleur outil pour construire le récit que vous avez à offrir au monde. Et puis après, il y a d'autres intérêts, des intérêts nationaux, notamment pour ceux qui reçoivent, qui organisent. On le voit par exemple avec les Jeux de 2030, les Jeux d'hiver qui vont avoir lieu en France. Quand on regarde les personnages, les figures clés de Laurent Wauquiez en passant par Christian Estrosi,
en allant jusqu'à Renaud Muselier, on voit qu'on a des acteurs dont au moins l'un d'entre eux peut être un candidat potentiel à la présidentielle. C'est jamais anodin. Alors, les Jeux de 2024 à Paris représentent une opportunité, mais aussi un risque pour la France et son image. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ? Ma grande phrase en ce moment, c'est « le pire n'est jamais certain ». Et la France a toujours été capable de faire face. On est des spécialistes de la critique, hein, on est même connus pour ça, ou pour notre arrogance au choix, suivant les stéréotypes. Ce qui est très intéressant, c'est que on n'a pas le choix. On va forcément réussir pour une raison très simple, c'est que, le monde entier nous regarde, 2, on joue la prochaine décennie en termes d'attractivité et d'image. La dernière fois qu'on a eu des jeux qui se sont mal passés et sont remontés jusqu'à Munich 72, il suffit simplement de regarder le Brésil, ça a grandement affecté l'image internationale et la crédibilité auprès des acteurs financiers, des entreprises, des investisseurs, des touristes et des talents. Or, aujourd'hui, on a la chance d'être l'économie européenne la plus attractive pour les IDE, et donc on a cet enjeu-là. On reste la première puissance touristique mondiale pour l'instant, Paris ayant un vrai atout aussi pour accueillir le reste du monde. On a donc tout intérêt à travailler là-dessus. Et puis on a des forces de sécurité qui sont en capacité de faire face. Alors oui, j'en parle justement dans l'article dans Politique étrangère, c'est la somme de toutes les peurs. On peut vraiment avoir une vraie crainte, elles sont multiples, mais c'est aussi ce qui montre ce que sont devenus les jeux. Aujourd'hui, vous avez des enjeux réputationnels, des enjeux sécuritaires, des enjeux politiques, géopolitiques. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Donc on va le faire et on va réussir. Très bien, c'est de l'optimisme oui, un peu... c'est ça, c'est la méthode Coué. Très bien. Dans votre article pour la revue Politique étrangère, vous parlez notamment des individualités. Vous qualifiez les grands sportifs d'agents d'influence d'un nouveau genre, qui est une expression qui est sans doute discutable. En tout cas, vous précisez qu'ils sont nettement plus suivis sur les réseaux sociaux et plus écoutés que les personnalités politiques. Vous avez mentionné très brièvement au début de notre entretien Kylian Mbappé. Mais peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément, et peut-être en prenant des exemples historiques aussi, la manière dont des États, des personnalités politiques peuvent essayer d'utiliser l'image de sportifs à des fins, je ne sais pas, politiques, géopolitiques ou autres. Ce qui est très intéressant justement quand on regarde les sportifs, c'est que comparativement aux années 90, aujourd'hui, ils ont atteint un stade de notoriété et d'influence au sens viral du terme qu'on n'avait jamais connu auparavant. Quand on regarde aujourd'hui, je prends l'exemple de Kylian Mbappé parce que j'ai signé un livre sur le sujet qui s'appelle « Révolution Mbappé » avec Clément Pernia. On se rend compte qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est 146 millions de followers sur les réseaux. Il représente finalement et est capable de toucher plus de personnes que la totalité des chefs d'État européens en termes de suiveurs sur les réseaux sociaux. Quand il prend position finalement non pas simplement à l'échelle de son club, ou de sa simple position de citoyen. Mais il est capable littéralement d'orienter le débat public. Aujourd'hui, en tout cas pour les footballeurs de ce niveau-là, on est sur des hommes politiques qui sont parmi les plus influents, les plus écoutés et surtout les plus audibles. Mais est-ce qu'ils ont une parole politique justement, ces sportifs ? Alors, c'est bien la question. C'est-à-dire que pour un Cristiano Ronaldo et un Lionel Messi qui sont d'abord des acteurs de leur propre marque, on va se rendre compte que d'autres décident de peser. On l'a vu avec LeBron James par exemple, qui a une position particulière. C'est le basketteur américain, un joueur des Lakers, qui lui s'est positionné par exemple au moment de Black Lives Matter de manière extrêmement claire, extrêmement frontale, notamment vis-à-vis de l'administration Trump, et de l'autre côté, qui sur la question finalement des relations entre la NBA et la Chine, parce qu'il y a une affaire de business derrière, parce que c'est un des atouts de la firme américaine qu'est Nike, s'est tenu finalement à une position extrêmement neutre, pour ne pas dire qu'il a fui absolument le sujet. Donc aujourd'hui, ce sont des vrais influenceurs du monde politique. Quand je parle d'opérateurs d'influence, c'est plus parce que je ne voulais pas utiliser le terme d'influenceur qui est souvent mal compris. Agent d'influence, c'est aussi très connoté. Voilà. Mais ce que je voulais exprimer, c'était justement qu'aujourd'hui, on peut utiliser un sportif pour autre chose. On l'a vu par exemple avec Brittany Griner, la basketteuse américaine qui a été retenue par les autorités russes pendant plusieurs mois en captivité et dans des conditions extrêmement dures. Cette dernière représentait finalement tout ce que le pouvoir russe pouvait utiliser pour déstabiliser les États-Unis. Elle était joueuse, elle était afro-américaine, en tout cas afro-descendante, et elle était en plus homosexuelle. Et elle avait été prise pour consommation d'huile de cannabis. C'était exactement tout ce qui rentrait dans la ligne de déstabilisation finalement voulue par la Russie à l'encontre des États-Unis. À l'inverse, on peut utiliser le sport d'une autre manière. C'est par exemple la manière dont Naomi Osaka a représenté, tout comme Serena Williams ou Venus Williams, finalement,
une vision plus diverse de pays qu'on a tendance à associer comme étant, à des pays plus conservateurs. Et c'est là où, justement, vous pouvez jouer là-dessus. Je pense à une Ons Jabeur, par exemple, la tenniswoman tunisienne, dont l'image a été utilisée un temps par le pays et qui, aujourd'hui, va faire le bonheur de l'Arabie Saoudite, par exemple. Puisqu'elle est devenue l'égérie de Kayani, l'équipementier saoudien. Dans la volonté saoudienne de moderniser l'image, le sportif devient un acteur qui rentre en ligne de compte parce que, et on l'a vu par exemple de manière assez fortuite avec un autre type d'acteur, c'est Taylor Swift, la chanteuse américaine, elle est capable d'aller toucher directement un public que les acteurs traditionnels ne touchent pas. C'est les jeunes, c'est les moins de 25 ans, c'est ceux qui sont sur les réseaux, et c'est aujourd'hui ceux qui sont capables de créer des tendances. Aujourd'hui, ces acteurs-là sont capables d'aller toucher des segments de la population que vous ne touchez pas, tout en parlant aux générations du dessus. Et ça, il n'y a aucun autre acteur comparable. Là où avant, on avait des stars de cinéma, je pense à Montand, par exemple, dans les années 60, je pense même à Alain Delon dans les années 70, avec parfois des prises de position très contestables. Aujourd'hui, les acteurs de cinéma sont vraiment en retrait parce que le sport est le seul endroit où vous rassemblez l'humanité dans sa totalité. Mais est-ce que ça marche, cette instrumentalisation, entre guillemets, politique des sportifs ? Je pense, l'exemple qui me vient en tête, c'est Jacques Chirac qui faisait sa campagne sur la fracture sociale, puis il y a la Coupe du Monde de 98, et tout à coup c'est la France black, blanc, beurre. Mais j'allais dire, ça a fait long feu, cette idée d'unité, etc. Donc est-ce que ça fonctionne ? Alors, j'ai écrit pas mal sur le sujet. On avait notamment un livre qui s'appelait La République du foot, justement, sur l'usage que les présidents de la République avaient du foot. Et effectivement, Chirac a été le premier à le comprendre, à s'en servir. Est-ce que ça a fonctionné ? Ça a fonctionné sur 3 mois. Mais aujourd'hui encore, on associe l'image de Jacques Chirac à la victoire. Après, du point de vue électoral, ça ne fonctionne pas. L'exemple le plus typique, c'est Emmanuel Macron. Quand on regarde la victoire en 2018, elle n'a eu aucun impact sur les opinions. Et quand on regarde les sondages, ils sont tous finalement décroissants, malgré la victoire. Et puis en plus, il y a cette parade qui est ratée sur les champs, qui affecte la retombée en termes d'image. Par contre, à l'international, vous avez la possibilité de construire un récit. Et on le voit très bien, l'image d'Emmanuel Macron, surtout sur le premier mandat, c'est une image qui est plutôt jeune, et la mise en scène qui est la sienne de sa présence en finale de Coupe du Monde en 2018 à Moscou, au moment où les Français gagnent, vous avez tous en tête cette image de lui, les poings levés, etc. La modernité française, c'est ça aussi. À ce moment-là, elle est utilisée comme ça. Maintenant, comme tout, ça a de vraies limites, et puis la principale des limites, c'est le réel. Et ce réel-là, à un moment donné, il revient très vite. On l'a vu avec les dernières opérations de communication du président. Se mettre finalement en short et aller jouer au ballon à Poissy ou ailleurs, ça a de vraies limites parce qu'à un moment donné, la politique est là, la Nouvelle-Calédonie est là et toutes les difficultés autour sont présentes. Ça ne suffit plus. Ça peut remplacer un temps, vous pouvez construire une séquence médiatique, mais on reste sur de la communication et le réel reste présent. À l'aune des expériences passées, la France peut espérer à quelle retombée économique des Jeux Olympiques ? Alors d'abord, il faut tordre le cou à une première chose. Non, ça ne changera pas la vie du pays. On estime que ça n'aura pas une incidence supérieure au maximum à 1% de PIB supplémentaire. Par contre, ça va avoir un vrai impact dans le sens où on estime qu'on va avoir un surcroît d'activité qui, dans le pire des scénarios, va être à peu près de 5 milliards d'euros. Dans le meilleur des cas, on va dépasser les 13 milliards. Alors ça va dépendre de la situation générale. Mais le vrai atout, c'est la dimension réputationnelle. On le voit encore à Londres aujourd'hui. Vous avez des touristes qui viennent à Londres pour finalement refaire le chemin des Jeux et parce qu'ils ont été touchés par ces images-là. Dans un monde hyper connecté comme le nôtre, c'est extrêmement difficile de donner envie aux gens de venir. Et pour ça, il faut être capable d'avoir une force de frappe assez considérable. Et le sport a justement cette dimension d'arme de diffusion massive parce que il va toucher beaucoup plus largement que tous les autres domaines. C'est aussi ça que la France cherche. C'est-à-dire que les événements sportifs aujourd'hui sont l'occasion de montrer vos atouts, donc les sites touristiques évidemment, mais aussi vos entreprises. Et donc derrière, vous allez changer l'image que vous avez. L'exemple le plus caractéristique, c'est le Qatar. Le Qatar 2010, c'est le pays qui va racheter la France. Et c'est un pays dont finalement on n'a pas d'image. 2022, tout le monde a des images de Doha. Tout le monde a cette image de la corniche. Et tout le monde a une image. Qu'elle soit négative, un peu critique, mais tout le monde a des images. En Europe, cette image, elle est plutôt ambivalente. En Afrique, en Asie, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voit, c'est que ça a de vraies retombées.
L'Arabie Saoudite est en train de dépenser des milliards de dollars aussi en passant par le sport pour ces raisons-là. Le sport va servir aussi à reconstruire une image et à maîtriser finalement un récit, un narratif. On pourrait vous objecter que la France est déjà un pays qui attire énormément de touristes. Donc est-ce qu'au-delà du tourisme, ça peut vraiment avoir un impact sur notamment l'attractivité économique pour faire venir des entreprises ou autre? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concurrence qui n'a jamais été aussi forte sur le secteur touristique et qu'on a beaucoup de choses qui faisaient venir les gens aujourd'hui et qui aujourd'hui posent problème. La France est concurrencée et donc c'est aussi l'occasion de préparer les 10 prochaines années. C'est de renouveler les images et de sortir de l'image, par exemple, d'une capitale notamment, qui est beaucoup moins attractive sur le papier qu'elle ne l'était il y a 10 ans. On le voit en fonction de certaines enquêtes internationales. Quand on regarde le classement, par exemple, des villes où il fait bon vivre, Vienne trône en tête depuis quasiment 10 ans, Paris est très loin. Et la question de la sécurité revient. Par exemple, dans toutes les enquêtes qui sont menées auprès des grandes entreprises internationales sur leur volonté d'installer leur siège ou des bureaux, la question de la sécurité est le deuxième thème avec la fiscalité qui revient. Donc on peut imaginer que ces jeux vont avoir cet impact-là. Après, il faut être raisonnable, et là je suis d'accord, il faut être plus modéré. Les jeux ne changent pas le monde, ils peuvent accompagner une politique. S'il n'y a pas cette politique d'attractivité, s'il n'y a pas finalement une stratégie beaucoup plus complexe élaborée, on peut littéralement être confronté à une campagne qui ressemble à un coup d'épée dans l'eau et qui va avoir un impact à très court terme, qui aura coûté beaucoup. Et c'est là aussi toute la limite finalement du sport aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le soft disempowerment. On ne peut pas attendre non plus des miracles. Le sport, c'est une chose parmi d'autres. Par contre, c'est une capacité de mobilisation qu'on n'avait jamais vue. Et à l'heure des dissensions sociales qui traversent la société française, ça a aussi un avantage. C'est rare d'avoir des sourires à Paris. Et en l'occurrence, on pourra en avoir là. Maintenant, ça fait cher le sourire. J'aimerais bien qu'on parle de sport, en fait. On a beaucoup parlé de politique, mais pas tellement de sport. Vous avez un peu parlé de football, un peu de basket, un peu de tennis. J'aimerais vous demander s'il y a certains sports qui sont plus utilisés que d'autres à des fins politiques. Je pense par exemple à la diplomatie du ping-pong pendant la guerre froide. Est-ce qu'on a d'autres exemples de ce type ? Alors, ce qui est intéressant avec la diplomatie du ping-pong, c'est que ça a permis de mettre en scène des efforts qui étaient préalables. Et Kissinger a su finalement travailler ça avec son homologue chinois. Je pense d'abord à la boxe. Quand on regarde l'usage, par exemple, qui est fait en Arabie Saoudite de la boxe, ça nous rappelle, nous qui sommes un peu plus vieux, ce qu'avait fait Mobutu au Zaïre avec Rumble in the Jungle. C'est Mohamed Ali contre Foreman. C'est un combat qui est resté parce que c'est vraiment l'idée qu'on peut faire avec de l'événementiel sportif un coup médiatique, mais qui reste. Ça a vraiment marqué. Et on l'a vu là en Arabie Saoudite encore récemment. Il y a eu Battle of the Baddest. On a vu le Tyson Fury qui a littéralement focalisé l'attention des amateurs de boxe. Et aujourd'hui, c'est l'un des sports qui finalement coûte le moins, qui crée de l'événementiel et qui permet d'avoir finalement un impact extrêmement fort, très vite. Il y a un autre sport qui coûte encore moins cher, c'est le vélo. Et on le voit, il y a énormément de pays aujourd'hui qui subventionnent directement ou indirectement des équipes. Israël Premier Tech est une équipe qui a été construite par le mania israélo-canadien Sylvan Adams et qui au départ avait appelé son équipe Israel Startup Nation. Il s'avère que c'était un proche de Benjamin Netanyahu. Donc dans la manière d'utiliser pour l'État hébreu le sport, le cyclisme joue. Il y a un autre État qui s'en est servi, c'est le Rwanda. Paul Kagame, par exemple, est un fou de cyclisme. Et il a finalement réussi à convaincre l'UCI de lui attribuer les championnats du monde. Donc on va avoir les premiers championnats du monde de cyclisme en Afrique. Ça coûte rien. Et il y a eu une vraie politique pendant quelques années de développement du cyclisme. Sauf qu'aujourd'hui, l'État rwandais étant dysfonctionnel, en tout cas dans ses politiques publiques, on a pu voir sur cette question-là une moindre performance. Donc le cyclisme, c'est facile à utiliser. On l'a vu avec Astana, Kazakhstan, on l'a vu avec l'équipe UAE Team qui représente les Émirats Arabes Unis. Il y a d'autres sports aussi qui peuvent servir, la Formule 1. La Formule 1 en ce moment est très, très utilisée. Les États-Unis sont très forts dans la manière de le récupérer. L'Arabie Saoudite aussi. Quand vous vendez du pétrole, c'est très bien de voir aussi le produit fini. Et puis il y a des sports qui sont peut-être plus localisés, qui sont des sports plus confidentiels pour nous, Européens, en tout cas français. C'est par exemple le cricket. Il y a une vraie diplomatie du cricket qui est utilisée, mais plus que ça, il y a une vraie volonté pour Narendra Modi de l'utiliser. On a un nouveau format, par exemple, qui s'appelle le T20, qui est un format beaucoup plus court, donc fini les parties de plusieurs journées qui sont difficilement accessibles et diffusables. Là, vous avez un format très court qui ne va pas excéder 3 heures et qui va permettre, par exemple, à la diaspora indienne aussi d'investir énormément.
Et donc, vous couplez à la fois l'influence politique, vous couplez le développement business, et en plus, vous allez aller chercher des acteurs de tous les côtés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit beaucoup d'acteurs du golf aussi regarder du côté du cricket, parce que vous pouvez avoir des partenariats croisés via le cricket avec l'Inde, qui a un marché, somme toute, intéressant. Pour terminer, on va se projeter dans l'avenir. Après Paris en 2024, il y aura Los Angeles en 2028 et Brisbane en 2032. Mais la France, les États-Unis et l'Australie ont déjà organisé des Jeux. Pour 2036, on voit que l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et la Pologne ont fait part de leur intérêt. Que vous inspire ces candidatures ? Alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on va entrer dans une décennie sportive qui, là, va vraiment renvoyer finalement à l'ordre d'avant. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des pays qui sont soit Amérique du Nord, soit Europe, qui vont organiser les grands événements. Et ça, c'est encore plus vrai du côté des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir coup sur coup la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, et donc ils reviennent finalement dans le jeu. De l'autre côté, on voit que quasiment tous les acteurs étatiques aujourd'hui ont compris l'importance du sport et candidatent. Par exemple, pour 2036, on n'a jamais eu autant de candidats. On a l'Inde, on a le Qatar qui s'est positionné, l'Arabie Saoudite qui regarde en se demandant s'ils ne vont pas y aller. D'autres acteurs, je pense notamment à l'Indonésie, sont positionnés, la Corée du Sud a regardé, l'Australie a obtenu les Jeux avant. On voit un acteur comme la Turquie finalement, qui va organiser avec l'Italie un Euro, qui a mis quasiment 15 ans à obtenir un événement international. Aujourd'hui, si vous voulez littéralement montrer que vous êtes présent au monde, et qu'on peut compter sur vous, ou qu'on peut compter avec vous, vous devez passer par là. L'exemple le plus caractéristique, c'est le Maroc, qui va organiser la CAN en 2026, donc la Coupe d'Afrique des Nations, donc, qui est le tournoi majeur en Afrique de football. Et de l'autre côté, la Coupe du Monde de football, en co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. C'est la première fois qu'on aura finalement le Maroc, donc un État africain en dehors de l'Afrique du Sud, capable justement d'organiser un événement de cette ampleur-là. Avec plus d'une... Aujourd'hui, c'est devenu un vrai élément de stratégie et vous ne pouvez plus avoir, quand vous êtes un État, une politique qui se passe de sport. Après, il faut dimensionner en fonction de vos moyens. C'est-à-dire que tous ces acteurs-là, ils essaient de se positionner soit sur des événements globaux mondiaux quand ils ont les capacités financières pour le faire, Qatar, Arabie Saoudite, ou alors ils vont aller sur des événements régionaux. C'est par exemple les Euros de football, c'est des championnats du monde aussi de sport qui sont peut-être un peu plus confidentiels. On a vu les championnats du monde par exemple d'athlétisme se dérouler en Hongrie, les championnats du monde de hockey se dérouler par exemple à Prague. On a vu justement cette appétence pour le sport parce que ça coûte peu, ça rapporte énormément et de toute façon on parle de vous entre le moment où vous obtenez l'organisation et le moment où vous organisez. Donc de toute façon, c'est profitable, au moins en termes d'image et de réputation. Jean-Baptiste Guégan, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.